de son expertise et bien entendu par le système éducatif qui doit profondément se transformer. Il ne faut pas interdire. Je pense que c'est vraiment très important d'avoir... La question est légitime. J'aime bien parce que j'ai la stéréo sur les deux. Et je ne suis qu'un être humain. Alors qu'en réalité, c'est là que ça se passe. C'est avec le public. Et alors, puisqu'on parle d'éducation, en fait, vous comprenez je pense que passionnés. Laurent et Lucas, finalement, vous posez les mêmes questions sans avoir les mêmes métiers, parce que Lucas, vous êtes prof de maths. Où êtes-vous, Lucas? Si je mettais mes lunettes en même temps, si vous voulez bien donner un micro à Lucas. Donc, Lucas, vous êtes prof de maths. En tant qu'enseignant, d'abord, comment est-ce que vous vous servez, vous, de l'intelligence artificielle? Alors, je m'en sers de plusieurs façons. Et je pensais vous proposer 2 exemples de situations que j'ai pu expérimenter. Donc déjà, il faut savoir que moi, mon objectif, c'est que tous les élèves progressent. Alors qu'ils ont a priori, j'espère que c'est l'objectif de tous les enseignants. Oui. Alors qu'ils ont des niveaux différents. Je suis toujours heureuse de l'entendre. Et pour ça, ils ont des niveaux différents. Ce qu'on me demande de faire, c'est de faire de la différenciation. Donc, c'est proposer des chemins différents pour qu'ils arrivent tous au même objectif. Et ça me demande notamment de les évaluer fréquemment. Et souvent, on manque un petit peu de temps. Donc là, l'IA, je le vois comme un assistant qui pourrait m'aider à évaluer plus régulièrement. Alors, on a fait des expérimentations, et alors quand je parle d'évaluation, c'est pas forcément des évaluations notées, c'est juste pour établir un peu le point où ils en sont. Et entre mes corrections et ses corrections, sur un devoir, on est entre 10 et 20% d'écart, à peu près. Il est plus sévère ou c'est vous qui êtes plus sévère que l'IA? C'est aléatoire. C'est aléatoire. Est-ce que vous avez découvert des biais de votre propre notation? Parce que souvent, quand on était gamin, on se dit ce prof m'aime pas, il me note durement. Donc du coup, dans votre notation, est-ce que vous avez découvert des biais par une IA qui ne connaît pas les élèves? J'ai l'impression que François Calfon a beaucoup de traumatismes d'enfance aussi. C'est vrai, c'est pas ma psychanalyse. Laissons monsieur. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, j'ai donné mes copies anonymisées, bien sûr. Alors, s'il faut parler de la question des biais de notation, puisque là, on est dans le domaine des mathématiques, moi, je suis désolé. Une IA n'a pas, et c'est ça d'ailleurs qui fait que l'effondrement de l'apprentissage des mathématiques se retrouve bel et bien en France, c'est que on est plutôt entré, au lieu de respecter la discipline en soi, 1 2 plus 2 égale 4, je m'en fous que tu sois un enfant beau ou une personne gentille, mais si tu me écris 2 plus 2 égale 5, c'est faux, je te mets 0. Mais comme l'éducation nationale a dévié de sa propre rigueur, de sa propre rectitude, et ce, justement, dans les matières scientifiques, on est comme ça entré de plus en plus dans une forme de favoritisme, de chatouiller, de ne pas blesser le gamin ou la gamine au collège ou au lycée en disant au professeur, la prochaine fois au brevet ou au baccalauréat, si l'élève écrit 2 plus 2 égale à pas 4, égale à 4,5, mais pas 4 exactement, essaye de comprendre que l'élève était proche de 4. Voyez-vous, je ne suis pas en train de caricaturer, pour certains qui pensent que j'essaye de faire une caricature. Non, on est comme ça en train justement dans les matières scientifiques à envisager ce genre de pensée sur la copie du gamin, et ne pas répondre par un tout ou rien. On est en mathématiques, 2 plus 2 égale 4. C'est soit 4 ou 0. Soit tu m'écris 4 et là tu as le point, ou 0. Il n'y a pas d'entre-milieu ou etc. Et aujourd'hui, l'IA, justement, c'est un très bon assistant là-dessus si on voudrait mettre à jour la rectitude, la rigueur dans les copies des élèves en soumettant de manière anonymisée, et bien sûr en ne créant pas un prompt ou une indication, une instruction qui ferait que certains élèves seraient privilégiés que d'autres, mais en mettant les copies de manière anonymisée, on laisse l'IA le soin de corriger toutes les copies. Là on aura typiquement l'équivalent de ce qu'on avait à l'époque d'ailleurs quand il y avait vraiment l'apprentissage des mathématiques, des sciences physiques, un professeur qui va juger la copie de l'élève par rapport à sa connaissance pointue sur les théorèmes, sur les équivalences et sur les notions mathématiques du lycée ou de la classe de terminale, de la discipline. Mais bon,
poursuivons ce qu'il va dire. À l'IA pour qu'elle les corrige, et ensuite je vais donner mes copies. Et elle m'a dit effectivement, là, à cet endroit-là, je t'ai trouvé un petit peu sévère parce que je pense que ça valait pas le coup d'enlever le point, le mot important était là. Donc ça me permet. Voilà, pourquoi? Parce que l'IA, évidemment, n'oubliez pas que les modèles tels que ChatGPT, Claude, vont parfois être un tout petit peu laxistes, vous flatter par rapport à ce que vous souhaiterez faire. Donc c'est aussi à vous d'indiquer de quelle manière vous voudrez que le niveau de correction soit. Donc là, pour un professeur de maths qui voudrait soumettre à l'IA la manière dont il évalue, donc transférer sa connaissance d'évaluation des copies de ses élèves au niveau de l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'à un moment donné, l'IA va observer dans les copies qu'il va envoyer au système, va observer une certaine forme de pattern, de biais, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours en fait pour chaque évaluation que le professeur a pu produire durant les années, donc pour chaque copie, un ensemble de ces copies-là regroupées, l'IA va observer un pattern, un motif d'évaluation qui est propre à l'évaluation du professeur en particulier, et à partir de là va s'aligner par rapport à cette méthodologie de correction. Et comme je vous disais que tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui, l'éducation nationale incite ou ordonne quasiment les profs à ne plus être sévères dans la rectitude, la rigueur, dans la correction des copies. L'IA va s'aligner forcément aussi avec cette manière de voir, et donc là où l'IA avait avant la soumission des copies du professeur, l'IA va corriger de manière rectitude, de manière droite, parce que l'IA applique d'un point de vue mathématique ce qui est juste et ce qui est faux. Mais sauf que quand le professeur va entrer ses copies, voilà des biais comme ça qui viennent d'entrer dans le système de correction, et l'IA va donc s'aligner par rapport à ces copies-là et revoit sa copie ici, et donc alléger quelque part son degré de rectitude ou de correction qui auparavant était beaucoup plus juste, mais comme nous sommes entrés dans une idéologie d'alléger entre guillemets le niveau de rectitude sur les copies des utilisateurs, oui, des élèves ici en l'occurrence, ça donne et ça fait que nous avons des IA qui vont être dans l'avenir non pas réellement des vrais ce pourquoi elles sont faites, mais plutôt des objets de l'humain, parce que l'humain aura transféré tous ses biais et toutes ses préférences au sein de la machine. De m'interroger aussi un peu sur mes pratiques. Mais elle ne connaît pas les contextes, alors que vous connaissez vos étudiants. C'est Oui. aussi pour ça que vous les notez comme ça. Vous avez dit très sincèrement, j'essaie d'aider tout le monde à aller plus haut. Moi, je note sur le fait et sur l'encouragement. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose en plus dans la note. C'est pas juste quelque chose de machinique. Et donc, c'est pour ça que les IA ne sont pas totalement alignés sur vous, et c'est normal. Et c'est pas une histoire de biais, de vérité, ou je sais pas quoi. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas une meilleure façon de faire, heureusement. Ouais, alors, pour vous répondre, donc déjà 10 à 20% d'écart, je pourrais avoir la même chose avec un collègue. Ensuite, l'IA, si on pousse un petit peu, elle va aussi analyser les copies. Et donc moi, je peux mettre des commentaires, mais j'ai un temps qui est limité. Elle peut mettre un nombre de commentaires important que je peux juste avoir à relire et garder ou non. Et vous les relisez. Voilà. Et je peux pousser même encore plus loin. C'est que l'IA, pour chaque copie, elle peut proposer des remédiations individualisées pour chaque élève. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de professeurs qui aient le temps de faire ça. Ça, c'est super. Et je pousse encore une dernière fois. Je peux lui demander, par exemple, de générer un exercice pour chaque élève pour retravailler. En fonction de son niveau. Une notion qui a été repérée. Il peut générer un exercice, il peut générer le corriger, et moi je vérifier et proposer aux élèves. Et je peux même lui demander de le coder en HTML pour aller sur Internet, et l'élève, ils peuvent même le faire chez lui avec une autocorrection. C'est super. Lucas, j'ai une question. C'est l'Éducation nationale qui vous a fourni un mode d'emploi ou vous vous êtes formé tout seul? Non, alors, je me suis formé avec des collègues de groupe de recherche, des collègues du SEUNSA où on a un groupe, on réfléchit aussi à ça. Mais effectivement, ça c'est ma question. C'est quelle formation pour les enseignants? Je donne juste des chiffres. Fin 2022, c'est là que l'IA générative est arrivée. Fin 2022. Aujourd'hui, on est début 2026. J'ai quasiment aucun collègue
qui a été formé à un usage pédagogique de l'IA. C'est le Ça, problème. c'est C'est le lamentable. problème. Là, pour le coup, Ouais, c'est la faillite de l'État. Vous, monsieur, vous êtes très jeune, mais j'imagine que des professeurs plus âgés ont peut-être plus de mal à appréhender l'IA et l'aspect l'aspect personnalisation que Non, mais vous, par ailleurs, que vous avez peut-être- pour vos élèves. Peut-être, ça a été pointé, c'est bien, les agora, tout le monde pointe. Comment on manage l'IA, comment on a du discernement. Le point, il est très clair, il faut finalement former les formateurs. Ça a été dit à l'instant, on en a eu une démonstration assez extraordinaire. Je ne suivrai pas le Rassemblement national, c'est normal, ils font dans le spectaculaire la faillite de l'État. Par contre, nous sommes des Ça parlementaires. fait 4 ans. Il a dit que ça fait 4 ans Oui, qu'il y a d'accord. toujours... Ouais, là, je pense que c'est une attaque en dessous de la ceinture. C'est pas parce que le monsieur du Rassemblement national qu'il n'y a pas pour autant raison sur cette partie-là. Je suis désolé. Il y a une faillite de l'État à ce niveau. Et moi, je dénonce également cela. Mais pour autant, je ne suis pas du Front National ou du Rassemblement national. Mais parce que, vous voyez, c'est ça que je dénonçais en tout début de l'émission. Le fait d'avoir invité 3 députés, on voit bien déjà que il y a l'aspect politique qui allait rentrer en jeu, et là c'est le cas. Et l'autre député, je ne connais pas, hein, mais je vois bien qu'il attaque l'autre monsieur du Rassemblement national juste parce qu'il a pointé du doigt un fait. L'éducation nationale est à la ramasse, et derrière l'éducation nationale, c'est une faillite de l'État. Aujourd'hui, les professeurs sont laissés à l'abandon. Il n'y a pas que les professeurs, mais là, en l'occurrence, si on parle de la question de l'éducation nationale, évidemment que les profs, donc c'est chacun de son côté qui essaie de trouver sa méthodologie et conjuguer avec ses élèves ou avec sa classe. Mais ça ne peut pas fonctionner à l'échelle. À l'échelle, il y a forcément un problème. Il faut harmoniser les pratiques. Il faut trouver une méthodologie d'ensemble qui permet justement de faire en sorte qu'on ait un mode d'emploi pour tout le monde, pour tous les lycées, pour tous les collèges et pour tous les niveaux. Et indépendamment du fait que, vous soyez, je sais pas, du Rassemblement national ou d'un autre établissement, ou j'en sais rien, peu importe. Mais c'est véritablement le cœur de la question, la formation, la formation des formateurs également. Il y a eu de choses Bien sûr, appliquées. bien sûr. Ce n'est pas normal. L'État, ça doit prévoir. Et Bien là, sûr. ça n'a pas été fait. Bien Moi, sûr, je suis mais- pas je termine ma phrase, madame, et après, comme ça, Mais on je pourra débattre. pense que c'est important que Oui, je ne la terminerai pas ma formation phrase, alors, merci. soit non Pas politique. tous en même temps. Voilà. Voilà, exactement ce que je viens de vous dire. Mais vous voyez, c'est parce que c'est du bon sens en fait. Et en France, il y a le bon sens, il y en a plus en fait. Et elle vient de soutenir ce que je viens de vous dire justement. Mais pour moi c'est normal évidemment. Enfin c'est visible. C'est visible le fait que les formateurs, les salariés, les professeurs sont laissés à l'abandon. L'école devrait être pour tous. Ça devrait être non politique. Ce débat politique, Oui, sauf qu'il faut l'impulsion d'une action publique pour faire que dans l'éducation nationale, des cours d'initiation à l'intelligence artificielle voilà, il faut se liguer tout parti pour soient intégrés. pousser demain. Et c'est pas une question de coloration politique. Pardon, Isabelle Roche, ça fait partie des projets de loi à venir ça fait partie de la réflexion à l'éducation nationale. Ça fait partie de la réflexion à l'éducation nationale, mais on ne va pas mettre dans un projet de loi le fait qu'il faille former des enseignants à l'intelligence artificielle. Ça fait partie... Non, mais c'est de l'ordre du réglementaire, c'est de l'ordre des programmes. On ne va pas demander à la loi de tout régler. Je pense que ça, c'est très important. J'ai été présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. C'est pour ça que je peux me permettre de le dire. Et quand j'étais présidente, j'ai travaillé avec le CAB des différents ministres pour que, justement, on fasse attention et on pousse sur la formation des enseignants. Mais si on commence à chaque fois à faire une loi, on ne va pas s'en sortir. Maintenant que il y ait... attendez. Non, mais vous avez le pouvoir depuis des années, vous ne pouvez pas dire on ne fait rien au Parlement, etc. Mais Oui, pas dit- j'ai- c'est au non, mais alors, gouvernement. attendez, C'est au non, mais excusez-moi, c'est- laissez-moi non, venir. non. C'est au gouvernement qui est au pouvoir, qui J'étais peut en train- faire ces formations. J'ai- Et là, vous êtes en train de digresser en j'étais- disant on ne fait pas une proposition de loi, on ne Non, parle mais- pas de la méthode. Le gouvernement avait Non, mais 4 là- ans pour appliquer, proposer des formations aux professeurs et ça n'a pas été Mais fait. alors, attendez, je suis désolée, mais il y a des formations qui sont proposées aux professeurs. Maintenant qu'il n'y en ait pas suffisamment, que tous les professeurs ne s'en emparent pas. Ouais, il n'y a aucune formation, hein. C'est du bullshit ce qu'elle raconte. Ça, c'est vraiment aussi toujours un comportement, un fait qu'on retrouve en France, particulièrement au niveau des politiques.
il y a toujours, c'est du brassage en fait, c'est du bavardage. Ce n'est que de la politique politicienne. On va dire bon voilà, qu'elle a été présidente, je ne sais pas de quelle association ou quelle commission. Mais au final, vous regardez bien, dans les faits, il n'y a rien qui en ressort là-dessus. Il n'y a aucune action, aucun impact dans les actions. C'est juste des titres, c'est juste de la paperasse, et après c'est juste des communiqués de presse qui sont envoyés en disant on a fait ceci, on a mis telle initiative dans tel programme, mais au final quand on veut regarder et creuser pour voir l'impact de cette initiative là, on se rend compte qu'il n'y a rien. Et bon, ça c'est indépendamment d'elle, hein, mais c'est quasiment partout la même chose dans les gouvernements successifs. Et ce qui conduit au fait qu'on en arrive dans des situations telles qu'aujourd'hui. Ça, c'est un sujet, mais ne dites pas que rien n'a été fait. C'est vraiment beaucoup trop simple. Parce qu'à un moment, quand on a quand même un certain nombre d'enseignants qui se sont formés, on a de la remédiation qui est en capacité de le faire. Et puis voilà, les choses avancent. Mais Lucas, vous, à un moment, en fait, vous avez choisi de vous débrouiller tout seul. Oui, on peut parler de formation. Moi, ce que j'appelle une formation, c'est une formation qui est en présentiel, sur du temps un petit peu long, avec des possibilités de tests en classe, on fait des retours, et ça, en tout cas, je l'ai pas encore vu. Un webinaire, pour moi, c'est pas une formation. Non, mais ça marche pas. On peut peut-être s'entendre sur le fait, parce que je pense que dans ce que vous avez dit, il y a aussi l'information clé qu'on peut entendre, c'est que ça va extrêmement vite, l'IA. Entre 2022 et 2026, où nous sommes, les progrès ont été absolument incroyables. Donc que le législateur soit un peu en retard sur un progrès technique, en soi, ça ne me semble pas scandaleux. Et comme nous avons des méthodes, parce que je voudrais pas qu'on se chamaille sur ce que le gouvernement a fait, pas fait, moi je critique beaucoup le gouvernement de Macron, mais soyons à la hauteur des enjeux. Il y a eu des conférences citoyennes, d'ailleurs c'est dommage qu'on ne soit pas allé au bout, sur le climat. Je pense que ce que vous faites dans votre travail de journaliste parlementaire, il doit être élargi. On voit la qualité des interpellations qui sont les nôtres par une conférence citoyenne, dont bien évidemment que le levier de l'éducation pour appréhender l'IA me semble tout à fait important. Ce qu'a dit monsieur, pardon, au passage, c'est que ça transforme le métier d'enseignant. C'est-à-dire que quand vous êtes face à 35 élèves et que l'IA peut vous permettre d'avoir des exercices personnalisés pour chaque élève, là, comme madame la radiologue, il y a un professeur augmenté qui peut être là, et donc il faut qu'on en prenne l'enjeu. Deuxième enjeu, parce que je voudrais qu'on puisse poser des questions, y compris à ceux qui sont plus critiques que je ne peux l'être. Il y a aussi la question de la souveraineté de l'IA, parce qu'aujourd'hui, on est en France, et toutes ces solutions sont américaines. On est une colonie numérique américaine. On a quelques champions, il faut les signaler, voilà. Mistral IA. Déjà, il n'est pas logique. Tout à l'heure, c'est lui qui critiquait le monsieur du Rassemblement national en disant qu'il a essayé de faire du buzz en tapant du doigt ou en pointant du doigt le fait que l'État est en faillite, que c'est une faillite de l'État, le fait de constater que l'éducation nationale aujourd'hui ne tient pas la baraque au niveau de la formation des formateurs, des enseignants. Après maintenant, il s'offusque du fait que il y a un problème de sécurité, de gouvernance, de contrôle, parce que ces solutions sont américaines. Évidemment, s'il y a faillite de l'État, forcément, il y a aussi faillite de l'État au niveau de la proposition de création des modèles champions français. Aujourd'hui, Mistral est seul par rapport aux géants américains. Donc, vous voyez, c'est ça en fait, ces débats de contradictions, mais où des personnalités, même des grandes personnalités entre guillemets députés, qui sont censés nous représenter, ne sont pas à la hauteur justement de la logique de comprendre les enjeux dans leur ensemble. Et ça, pour moi, voilà une contradiction comme ça qui est tout à fait aberrante, quoi. Mais c'est du bon sens pour quiconque ne serait-ce que écoute, observe et conclut, pas de la simple logique, ce qui se passe au niveau de la France depuis déjà des années. Mais Mistral IA, c'est une levée de 12 milliards d'euros quand les intelligences américaines génératives lèvent 170 milliards d'euros. Donc c'est un enjeu capitalistique, c'est un enjeu de souveraineté, y compris par rapport aux données. Et ça, il a extrêmement raison. Enfin, je me permets juste de compléter. Là-dessus, on peut être d'accord. Et je pense que si, sur la souveraineté, c'est quand même important parce que une IA. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Laurence ? Je finis juste. L'IA, c'est important qu'elle soit française parce que les données sur lesquelles elle s'appuie met une manière de penser, une manière de réfléchir. Et là, les IA que Monsieur a citées, des GAFAM, ChatGPT et compagnie,
réfléchissent comme des Américains. Et c'est pas ça qu'on a envie de C'est transmettre. vrai, aux enfants. c'est On a un mode raccourci de vie dire les français. choses comme ça, Laurence. Alors, moi je pense que c'est un faux sujet, la souveraineté, là qu'on s'envoie comme une patate chaude politiquement, parce qu'on ne peut pas être souverain. On a un retard sur un certain nombre de sujets, et pour autant il faut que former les jeunes. Si on veut demain rattraper un peu ça et créer, on est obligé de faire des alliances Donc il faut aussi, avec des GAFAM. il faut se servir ou avec des outils Israël, qui est à existants. moitié américain. Donc, il est important de ne pas négliger l'effort de compréhension et d'utilisation de ces outils pour l'école. Mais par contre, est-ce qu'on a besoin d'un chat GPT à l'école? Non. On a besoin d'outils spécifiques, comme vous l'avez très bien dit, monsieur, en mathématiques pour faire des choses, en physique pour faire des choses, et peut-être d'ouvrir. On avait un chat GPT, Lucie, là, tout le monde a critiqué en disant c'est pas au niveau des autres. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir la dernière version qui avalait tout Internet? Il nous faut une version désossée pour que les enfants comprennent Lucas, les concepts. je voudrais redonner la parole à Lucas. Alors, c'est bien, il y a beaucoup de choses ici à démêler. Alors, c'est pas un faux sujet d'évoquer la question de la souveraineté en soi. Mais cependant, compte tenu du retard que la France aujourd'hui accumule sur des technologies depuis bien avant l'intelligence artificielle, le cloud on a raté, bon bref, Internet, le Minitel, vous voyez, des années comme ça en fait, où la France a perdu comme ça du retard par rapport aux solutions américaines, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, pour que la France puisse rattraper son retard, si c'est le cas, en matière de création d'un monopole également qui pourrait réellement concurrencer les Américains, ça prendrait aussi des années. Donc, il faudrait que des gouvernements successifs qui arrivent soient mettre le paquet et soient vraiment à la hauteur et comprennent les vrais enjeux autour de mettre sur pied rapidement des modèles aussi puissants. Mais vous voyez, il n'y a pas que ce problème-là en France, on est aussi comme ça en proie à d'autres problèmes. Donc, force est de constater que, selon moi, je ne veux pas faire du French bashing encore une fois de plus, mais je suis plutôt pas optimiste, plutôt vraiment je pense que la France a perdu en fait la bataille et je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, donc je vais être plutôt s'il fallait conclure, la France a perdu la bataille une fois de plus sur la question de la technologie, en l'occurrence ici sur l'intelligence artificielle, parce que il vous faut, si vous voulez mettre aujourd'hui un modèle ou des géants du même titre qu'américain, bah, les data centers, il faut rattraper le retard au niveau du cloud. Les infrastructures, on n'en a pas. Vous prenez toutes les entreprises européennes, elles ont leurs données sur du cloud américain. Les trois géants que j'ai cités tout précédemment, Amazon, Google et Microsoft. Et quand on parle même de l'IA aujourd'hui, en termes de compétences et de chercheurs, les meilleurs s'en vont aux États-Unis. Yann LeCun a travaillé chez Meta. Mais en France, où il a commencé par de la recherche, son profil, où ses compétences n'ont pas été valorisées à la hauteur de ce qu'il proposait. C'est aux États-Unis qu'on a pu valoriser ses connaissances et ses compétences. Donc, il y a aussi l'attractivité de la France de pouvoir comme ça faire appel à des meilleurs cerveaux du monde entier. Voilà aussi la fuite des cerveaux qui est un problème. Vous prenez tous ces éléments-là, pour moi, ça crée et ça conclut que la France, pour moi, a perdu la bataille au niveau de l'intelligence artificielle. Ayant dit cela, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule chose à faire maintenant, c'est plutôt essayer de pallier ou de conjuguer avec cette situation, de comment intégrer à un moindre niveau ces solutions-là au niveau de l'éducation nationale. Donc, on revient à la question de la formation des formateurs et de comment aussi ces formateurs vont pouvoir distiller ces formations à des employés ou par exemple, dans la question de l'éducation nationale, auprès des plus jeunes, donc auprès des élèves. C'est aussi, oui, là, je la rejoins lorsqu'elle parle du fait que je comprends son idée derrière de dire que c'est un faux débat, la question de la souveraineté. Mais dans le fond, ce n'est pas vraiment un faux débat. Ce n'est un faux débat que parce que on vient de rappeler le fait que s'il faut conclure, ou bien s'il faut penser la question du retard de la France en matière de création de monopoles de solutions d'intelligence artificielle par rapport aux Américains, on voit bien que, in fine,
voilà, la France pour moi a perdu et sans doute avec ces faits-là, les faits-là tendent à dire que voilà, la France a véritablement perdu ce combat-là. Ayant dit cela, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à essayer de faire avec ce qu'on peut, avec les moyens du bord, et donc de comment trouver des méthodologies d'enseigner, etc. Mais une fois encore de plus, il y a encore un problème dans ce niveau-là, parce que vous voyez bien que même ça, ce n'est pas fait. Le travail n'est pas fait à ce niveau. Aujourd'hui, les jeunes ont accès à des modèles plus puissants, puisque les jeunes ont accès, des collégiens ont des iPhone 16, 17, j'en sais pas, je sais plus à quelle version d'iPhone on en est, mais donc ces jeunes-là, même si l'État, le ministère de l'Éducation nationale met sur pied une IA beaucoup plus spécialisé ou un modèle moins puissant mais adapté pour les plus jeunes au lycée, à la maison ou hors de l'école, ces plus jeunes-là vont utiliser les modèles américains, les ChatGPT, les Gemini, etc. Donc quelque part, est-ce que c'est pas aussi une bataille déjà perdue d'avance, une utopie de dire que ou de croire que même cette proposition de formation va résoudre la question justement de comment est-ce qu'on perçoit les modèles américains au cœur de la formation, de l'éducation des plus jeunes en France et également auprès des formateurs. Je vous laisse en juger, mais pour moi, il y a encore énormément de problèmes là-dessus. Sur la souveraineté des IA, juste une phrase. Il y a une IA chinoise qui s'appelle DeepSeek. J'ai fait l'expérience de leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient du massacre de la place Tiananmen. Tout le monde l'a fait, monsieur. Arrêtez d'être agressif, c'est assez pénible. Bon, écoutez, ce qui est important, c'est que ce soit le public qui ait la parole sur ce soir. Une phrase. C'est la lecture de l'histoire par le gouvernement communiste chinois qui coupe des pans entiers des aspects structurants de l'histoire est problématique. Donc la question de la nationalité de l'IA et de qui maîtrise les algorithmes est quelque chose d'important. Mais c'est moi qui maîtrise le fil de l'émission. Et j'avais prévu de parler, mais peut-être qu'on n'aura plus le temps à force de parler tout à l'heure de ce qu'on appelle le slop, c'est ça, c'est la poubelle de l'intelligence artificielle, mais ce sera tout à l'heure si on a le temps. Moi, je voulais d'abord poser une question à Lucas. Alors, c'est sympa, vous êtes un enseignant qui utilise l'intelligence artificielle. Vos élèves, vous les fliquez un peu? Ils l'utilisent aussi? Ouais, évidemment. Oui. Alors, vous enseignez à quel niveau à quelle classe? J'enseigne en collège et j'enseigne en master aussi à Sorbonne. En collège, ça va encore. Ils se servent pas de ChatGPT pour faire vos exercices. Ils l'ont sur leur téléphone. C'est très simple d'utilisation. Ils l'utilisent. Ah, évidemment. Je pense que après, je sais pas où est-ce qu'elle vit cette journaliste. Les jeunes aujourd'hui au collège, dès la 6e, ils ont des iPhones de dernier cri, de dernière génération. Donc, ils ont accès aux réseaux sociaux. Donc forcément, ils vont pouvoir utiliser des solutions américaines ou des solutions qui sont tendance. Donc, ouais. Même pour faire des recherches plutôt que d'utiliser. Est-ce que vous arrivez à les démasquer? Oui, en fait. Alors pour l'instant, j'arrive à les démasquer parce que ils vont, alors sauf s'ils demandent à l'IA d'utiliser un vocabulaire particulier, mais j'arrive à les démasquer s'ils utilisent des mots de vocabulaire qu'ils n'utilisent pas de façon classique. Ça, je vais les démasquer. Par contre, sur du contenu purement mathématique, du contenu très formel, non, je ne peux pas les démasquer, sauf s'ils utilisent quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Et ça pourrait être fait avec leurs parents d'ailleurs. Hein. Pourquoi vouloir les démasquer? À la limite, ça peut être bien si ça augmente leur. Ça peut être bien qu'ils réfléchissent d'abord par eux-mêmes avant de calculer par ChatGPT. Il faut réfléchir de façon par soi-même d'abord, avant d'utiliser ces outils. Il faut être expert en mammographie ou en traduction pour pouvoir s'apercevoir que cet outil fait du faux ou du vrai. Donc on a besoin de pousser l'éducation sans IA. Je voudrais me tourner vers Francine. Où êtes-vous, Francine? Francine, vous avez un micro? Alors attendez, avant que Francine parle, je voulais vous dire que d'abord, Francine, vous la connaissez tous. Parce que Francine, c'est elle, je ne sais pas si on peut l'entendre. La vie de gagnant réserve parfois quelques surprises. Ce lundi, jackpot du Nouvel An de 7 millions d'euros. Alors non, c'est pas vous. Il y a aussi un problème quand le professeur parle du fait que comment détecter si l'élève va utiliser l'intelligence artificielle ou pas pour faire un devoir de mathématiques. C'est aussi, on revient à la question des écrans. Les écrans et la méthodologie ancienne, le fait de faire un devoir sur un écran et de le faire sur le papier, déjà, ces deux modes-là créent une scission et pourraient apporter une vraie valeur ajoutée auprès du professeur pour savoir si un élève a fait ou pas un devoir avec l'intelligence artificielle. Sur l'écran, c'est
peut-être un peu plus difficile si on entre, par exemple, dans les questions des disciplines scientifiques de mathématiques, parce que le type de caractère que le système d'information va utiliser, qu'un clavier va prendre en considération, l'IA va sortir de manière homogène, de manière uniforme, un X, un plus, un signe moins, ce sera indifférencié et totalement non détectable par le professeur que si par exemple on avait un élève qui avait pris une solution, un papier, un stylo, le professeur aurait pu voir et pu constater que par exemple un symbole intégral ou un symbole lambda, le professeur aurait constaté que en général cette écriture ce n'est pas l'écriture de l'élève. Mais sur un écran, sur une tablette, lorsque le devoir est rendu sur un écran à travers une tablette, le professeur, il ne peut que constater que, oui, l'élève a fait le devoir et a pu trouver la solution, même si derrière c'est de l'IA, mais le professeur ne pourra pas totalement détecter que l'élève a utilisé l'IA. Surtout quand on entre dans des disciplines scientifiques, parce que des symboles sont autonomés. Et donc les IA, les écrans vont renvoyer une façon d'écrire qui est uniforme, qui est différenciée. Alors que sur un papier, si j'ai l'habitude de corriger votre copie, le jour où je vous donne un exercice de mathématiques, même si vous écrivez le symbole lambda, intégral, un signe plus, un signe moins, je pourrais plus ou moins constater que ce n'est pas votre écriture, et donc sans doute vous avez eu l'aide d'un parent, d'une personne beaucoup plus élevée que vous sur le devoir en question. Donc, c'est vraiment au cœur de la question des IA. La question des écrans, et également. Ça, ils n'en ont pas vraiment touché du doigt là-dessus, mais c'est vraiment aussi une partie très importante. Ça crée tout ce qu'on a aujourd'hui jusque-là, quoi. Vous qui nous faites gagner au loto, ou alors soyez vraiment la bienvenue. D'ailleurs, je n'ai pas gagné non plus. Vous êtes comédienne et vous êtes voix off. C'est votre voix dans cette publicité. Vous faites des voix de pub, du doublage de jeux vidéo, des voix antenne. Cette semaine, peut-être l'avez-vous vu ou lu, il y a 8 comédiens de doublage français qui ont adressé des mises en demeure à 2 sociétés américaines qui ont cloné leur voix sans leur accord. Ça vous est arrivé aussi, Francine ? Alors non, ça ne m'est pas encore arrivé, mais c'est quelque chose qu'on attendait quand même déjà depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on savait que ça allait arriver. Et en ce qui concerne notre profession, alors nous on est comédiens, on n'est pas juste des voix. Et en ce qui concerne notre profession, nous c'est une menace vraiment imminente, immédiate et vraiment existentielle sur nos métiers. Et les collègues là aujourd'hui sont 12 à être entrés en justice. Oui. En fait, il y a 2 types de menaces. Il y a une menace qui concerne en fait l'internet, on va dire récréatif, avec des sites par exemple comme Fiche Studio ou Fiche, je ne sais plus exactement, mais on leur fera pas de publicité, ça tombe bien. Non, voilà, mais c'est sur ce site-là qu'en tout cas il y a beaucoup de voix qui sont à disposition. Madame Le Pen, Monsieur Macron, c'est-à-dire qu'en fait n'importe qui peut faire aujourd'hui des répliques de n'importe qui et leur faire dire n'importe quoi. Donc ça c'est une première menace. La deuxième menace, elle est beaucoup plus silencieuse et on parlait de souveraineté tout à l'heure, je voudrais quand même y revenir, c'est que il y a un problème de souveraineté culturelle. Et je vais parler aussi de l'exception culturelle française. Ça fait quand même des années qu'on s'enorgueillit d'être le pays de l'exception culturelle. Et aujourd'hui, on ne protège pas les artistes qui sont directement menacés par l'arrivée de l'IA, puisqu'aujourd'hui, elle est tout à fait capable de nous remplacer. Vous parliez de transformation des métiers, vous parliez de tâches dans le domaine de la culture. C'est pas de ça dont on parle. Nous, on parle de création, on parle d'imaginaire, et effectivement, en fait, l'IA, elle pille nos œuvres, elle vole notre voix sans notre consentement. Et alors, en fait, c'est des enjeux qui dépassent nos métiers. Aujourd'hui, nos métiers, c'est 15 000 emplois en Ile-de-France, 110 entreprises, mais ça touche des sujets de souveraineté, justement, vous en parliez, par rapport au fait que ce sont des sociétés américaines qui vont créer le doublage, par exemple, d'œuvres de films français aux États-Unis et qui vont maîtriser notre langue de fond, les mots et de forme, notre humour, notre culture, le choix des mots.
Et la France ne va même plus maîtriser la diffusion de sa propre langue sur son propre territoire. Donc en fait, l'IA, c'est formidable dans plein de domaines et on est pour quand même le développement de cette intelligence artificielle générative qui va servir dans plein de domaines. Mais dans le milieu de la culture, c'est vraiment un sujet peut-être philosophique, mais en tout cas humaniste. Et ça concerne aussi un enjeu majeur des enfants. Je crois qu'il y en a un qui en a parlé tout à l'heure sur les enfants. Et je vais juste parler par rapport à mon domaine. Nous, on enregistre des voix pour des dessins animés. On fait rêver des enfants. On fait exister des personnages. On invente. Et comme je le disais, on n'est pas juste une voix. On est des comédiens. C'est-à-dire on prête une interprétation qui est nourrie de nos histoires et tout ça, et on fait rêver des enfants. Est-ce que la France, elle est OK pour que les enfants construisent leur référent émotionnel sur de l'artificiel? C'est vraiment des sujets aujourd'hui dont il faut s'emparer. Et en fait, pour le moment, ça fait des mois qu'on alerte les pouvoirs publics et que rien ne se passe. Rien ne se passe pour le moment pour protéger les artistes. Et vous en arrivez à mettre en demeure des sites américains. Pour protéger l'exception culturelle. Les artistes, les emplois, mais les enfants... Pour moi, je pense que ça va être un combat perdu d'avance. L'exception culturelle française. Plus on va avancer avec des modèles d'IA de plus en plus performants, de plus en plus les comédiens ou les artistes, l'État français ne pourra plus tenir en fait les abreuvés de subventions, de les protéger quelque part. Parce que les gens vont se rendre compte que les IA sont de plus en plus puissantes et sont capables de répliquer les anciens films qui se faisaient avec des vrais comédiens humains. Donc, économiquement également aussi, vous ne pourrez pas, en tant qu'humain, si l'IA produit déjà un texte ou bien une image ou bien une vidéo qui est quasiment déjà indifférenciante ou du même niveau par rapport à une production humaine, in fine, l'humain, enfin les individus, les utilisateurs vont se liguer pour aller utiliser les solutions d'IA parce que ça va coûter moins cher, ce sera plus facile à produire et ce sera aussi quasiment de la même qualité ou voire plus. L'exception culturelle française, n'ayant beaucoup de problèmes, l'État français à gérer en même temps. Donc, les artistes, si vous êtes artiste-là d'ailleurs, donc écoutez très bien ceci, commencez déjà à envisager une méthodologie de collaboration avec les solutions d'intelligence artificielle. On revient à la question de la formation, ou bien à la question justement de comment est-ce que vous allez vous adapter dans une reconversion ou ailleurs dans un autre métier. Mais ne restez pas là en vous disant que il y a l'exception culturelle française qui va vous protéger. Si vous comptez sur ça, bonne chance à vous et écoutez, libre à vous de continuer à croire en l'État-providence. Vous parliez de biais, d'aspects cognitifs. Il commence à y avoir des choses pour les enfants. Il y a des comités internationaux de chercheurs et aussi de différents métiers qui se montent ensemble pour essayer d'aller plus loin dans la connaissance de ces outils et des impacts. Est-ce qu'il faut attendre les impacts pour encadrer ? Ils le font directement avec dans la boucle les OpenAI, Google, etc. qui sont là aussi. Ça est né dans la Silicon Valley, ça s'appelle E-Raise. Et c'est l'idée de protéger les enfants tout petits. Mattel propose avec OpenAI de faire des nounours qui vont nous parler avec ChatGPT. Donc ce que vous dites est très vrai. Et ça commence à arriver. Frame, moi j'ai parlé à France Info dernièrement, hier, sur Frame, qui était soi-disant notre ami. Et on a des exemples partout. Ah oui, c'est ce petit objet qu'on porte autour du cou et qui est... Attendez, avant de poursuivre, parce que vous parlez en fait de la révolution en cours dans toutes les professions artistiques. Il y a évidemment le métier de comédien, les voix off comme vous les incarnez, révolution technologique dont on sait en fait si elle va être créative ou destructrice. Et je voulais que vous regardiez ce reportage de Dario Borgogno, Clément Perrault, Marion Goussy et Nicolas Margeran. Depuis 3 ans, un nouvel outil a fait son apparition dans les cours de cette grande école parisienne. On part d'une photographie qui a été réalisée en studio par une étudiante, donc avec des techniques traditionnelles, et l'IA permet de modifier l'image en venant ajouter toute une partie qui est totalement fictionnelle. Un apprentissage, ici on parle même d'apprivoiser l'IA, une nécessité face aux demandes du marché de l'emploi. Je suis contacté à peu près les 2 semaines par des entreprises, notamment dans le milieu de la publicité,
de la communication et qui cherchent des talents formés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le métier évolue, comme ça a évolué entre les tireurs argentiques vers le numérique il y a maintenant 25 ans. Alors là, il y a un glissement de métier qui va moins vers l'exécution et plutôt vers la direction artistique. Mais pour les étudiants, cette évolution n'est pas très encourageante. Ce qu'on pourrait faire avec une équipe, en fait, une seule personne pourra le faire, donc ça va peut-être réduire les effectifs. On ne sait pas jusqu'à quel point les clients vont penser qu'ils n'ont plus besoin de nous ou de certaines choses qu'on peut faire, donc ça fait peur, ouais. Inquiétude partagée aussi par ce compositeur. Les musiques générées par l'IA inondent déjà les plateformes et elles pourraient bientôt envahir les films, les séries ou les documentaires. Je pense qu'il y a des producteurs, des éditeurs qui utilisent ces musiques, évidemment, parce qu'il n'y a pas de coût financier, donc évidemment. Mais ils ne le revendiquent pas encore. Forcément, ça a un impact sur les droits d'auteur, certainement, qui vont baisser, etc. Donc sur les commandes. Alors, le dernier espoir, c'est pousser le public à choisir les productions sans IA. Pour cela, ce musicien utilise ce label sur ses compositions, un tampon avec la mention « Fabrication humaine ». Le label va faire la différence, ça c'est sûr. Les gens vont de plus en plus comprendre l'importance de voir, lire et écouter des œuvres d'origine humaine. C'est absolument fondamental de ne pas laisser se banaliser des contenus synthétiques créés par des IA génératives. Et si on laisse se banaliser, on risque de perdre et on risque de voir disparaître notre précieux patrimoine créatif humain. Pour l'instant, ce label compte seulement 400 artistes adhérents, mais il compte toucher la bande dessinée, la littérature, le cinéma et peut-être même un jour le journalisme. Label Fabrication humaine. Avant de les laisser continuer sur cette partie-là, oui, bien sûr que la mise à disposition d'un label humain face à l'intelligence artificielle va permettre de différencier, donc d'apporter justement une valeur ajoutée sur la création typiquement humaine faite par un humain par rapport à une machine. Mais une fois de plus, alors la question du label, c'est quasiment aussi ce que moi j'appelle une arnaque du capitalisme, une arnaque, une invention créée par la société pour survendre quelque chose ou conserver un monopole. Là, c'est écrit fabrication humaine sur une pochette de disque, c'est bien beau. Sans doute c'est peut-être vrai, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Tant que je n'ai pas un contrôle, je dirais peut-être de la chaîne d'approvisionnement, depuis la création de estampillés dans une blockchain, et même encore, parce qu'il faut contrôler à partir du moment où l'information a été créée et elle a été mise dans la blockchain. Ce passage-là, évidemment, si vous n'avez pas cette chaîne-là, ce processus-là, si vous ne pouvez pas vérifier cette chaîne-là, moi je suis désolé, n'importe qui demain pourra estampiller sur sa pochette ou sa création fabrication humaine, alors que peut-être derrière ce n'est pas le cas. Donc là encore, il y a un problème peut-être de fausse publicité un problème de fausse publicité qui vient de se créer parce que des individus vont voir que certaines œuvres vont prendre de la valeur parce que l'humain n'aura été que au cœur du processus de A à Z. Mais derrière, des personnes vont utiliser l'intelligence artificielle et puis estampiller fabrication humaine, hop, c'est vendu comme par magie, par enchantement. Quelque chose qui a été fait par l'IA devient fabrication humaine. Donc voilà, il y a encore des problématiques qui vont se révéler au fur et à mesure qu'on va utiliser des modèles d'IA, parce que ces modèles vont être de plus en plus puissants, vont pouvoir égaler, surtout on parlait le paramètre de température au tout début de la vidéo, donc c'est ce paramètre-là qui est généralement entre 0 et 1. Plus on se rapproche de 1, plus on laisse l'initiative à l'IA d'être plus créatif. Et plus on se rapproche de 0, plus on contraint le modèle à être plus prévisible, plus déterministe. Et aujourd'hui, les IA qui fonctionnent avec de la création de vidéos, d'images, et même évidemment pour le son, évidemment, ces IA-là, pour créer ou favoriser la création artistique, on règle le paramètre de température, donc un paramètre qui est obtenu à la fin du processus d'entraînement d'un grand modèle de langage.
on règle ce paramètre-là vers un chiffre proche de 1. Et c'est ce qui fait que, par exemple, lorsque vous pouvez, en partant de l'humain, créer une image, une photographie ou un dessin, l'IA est capable de poursuivre votre création artistique en rajoutant d'autres couleurs, d'autres visions, d'autres vues, et d'autres portraits, et en donner un ensemble beaucoup plus riche et créatif. Mais une fois de plus, si je travaille comme ça, et qu'à la fin j'écris fabrication humaine, alors que dans une partie de la création, il y a l'IA qui m'a accompagné, je trouve que d'un point de vue publicité, c'est une publicité mensongère pour l'utilisateur ou pour l'acheteur. C'est une bonne initiative, c'est une bonne idée on en est là de dire, c'est du fait maison, quoi. Et puis aussi, il y a des réflexions sur protéger la voix. Et sur, oui, parce que la voix, c'est différent, ça fait partie de on en a parlé dernièrement, là. C'est un vecteur d'émotion. Bien sûr. En quoi, je suis d'accord, la voix est différente, tout comme également le dessin d'un peintre, d'un artiste, c'est aussi vecteur d'émotion. Elle, je comprends, elle défend sa profession, mais je voudrais bien lui faire comprendre que d'autres peintres, d'autres artistes pourraient dire également la même chose. Donc la voix, le fait d'écrire, même une manière d'écrire, les écrivains également qui écrivent des bouquins, la manière d'écrire, le style, la pensée, c'est aussi vecteur d'émotion. Donc c'est pas je veux bien comprendre le fait que s'inquiète de la perte de leur emploi parce que l'intelligence artificielle est là, mais ça va toucher toutes les professions, ça va toucher tout le monde. Simplement, il faut trouver une fois de plus la manière de collaborer, de travailler avec ces solutions-là. Ne regardez pas uniquement votre profession et croyez que vous êtes exceptionnel. Non, vous n'en êtes pas. Et vous disiez que l'intelligence artificielle n'avait aucune émotion. Et là, on parle d'art, on parle de choses qui dépassent de simples tâches. Peut-être préciser un peu. Là, on touche à la régulation. Voilà, et donc, on est en plein chez vous à Bruxelles. Exactement. François Calfon, l'IA Acta. Je vais le dire avec beaucoup de calme parce que madame a eu un témoignage et le reportage est complémentaire. Quand j'ai parlé de pillage tout à l'heure, c'est pas un truc normatif, c'est une réalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur Amazon, vous pouvez acheter des livres entièrement générés par l'IA. Alors on pourrait dire, non, mais il n'y a pas de créateur. Mais le livre généré par l'IA, c'est la même chose pour la musique sur les plateformes. Mais attendez, je vais au bout du raisonnement, parce que derrière, c'est les créateurs. À absorber à leur insu toute la création de tous les romanciers qui ont écrit tout cela. Donc il y a du vol. Et ce vol-là, il y a aussi un enjeu économique, c'était notre sujet initial. C'est de la création qui n'est pas payée, de manière très claire. Ça a été dit à l'instant sur les voix, et même c'est la première grève à Hollywood, le premier conflit social sur l'intelligence, puisqu'ils ont de l'avance sur ces sujets-là, c'est la grève des scénaristes. Je voudrais qu'on avance, parce que ça, c'est le constat. Mais vous êtes les décideurs. Le constat, c'est qu'il faut faire en sorte que les GAFAM qui le font tous les jours arrêtent de voler les données, parce que les données des créateurs leur appartiennent. On revient encore une fois de plus, c'est un faux débat. Ce n'est pas en observant ou en ayant ce prisme de point de vue qui va faire que les GAFAM, les géants américains vont arrêter. Déjà, en plus, les Français, globalement, nous en France, on se rend pas compte que le monde est en train de bouger à une très grande vitesse V. Là, des gens sont dans le coin, ils font les débats, leurs émissions, c'est très bien. Mais vous regardez les médias américains ou les médias chinois, eux, ils sont dans une autre planète. Et ce que nous on fait ici, n'oubliez pas que là où se décident réellement les enjeux de l'IA, c'est aux États-Unis et en Chine. Et là-bas particulièrement, ils sont dans une autre dimension d'accélérer le processus d'entraînement des modèles, de créer des modèles beaucoup plus puissants que nous en avons aujourd'hui, d'un simple ChatGPT ou Claude, etc. Là où vous avez un député, je ne sais pas de quel, je me rappelle plus de quel parti politique, est dans son coin en Europe et dit il faudrait que les GAFAM arrêtent de copier. Ça me fait doucement rigoler parce que on a l'opposé de ce qui est en train de se faire actuellement au niveau mondial. Du cœur du pouvoir des solutions d'intelligence artificielle, de là où ça se décide. Écoutez, allez-y, mais une fois de plus, ça démontre
la dichotomie, le déclassement, la perte de vue. En fait, c'est des individus qui sont hors sol, en fait. Ils vont créer de l'IA Act, comme ils ont fait du RGPD ou du GDPR. Au final, bon, quelque part, ça a apporté quoi? On va me dire, oui, protection des données, mais réellement, est-ce que il y a des actions qui sont menées au quotidien pour respecter le niveau avec lequel on a créé le GDPR ou le RGPD? Là où aux États-Unis ou en Chine, on a innové. Et ça, c'est l'enjeu de l'IA Act, ça, c'est l'enjeu de la réglementation. Donc, dans l'IA Act, parce que dans l'IA Act, c'est quoi? C'est un garde-fou, l'IA Act? Ah oui, c'est comme vous avez la loi RGPD qui protège vos données personnelles. Le prochain. D'accord, mais on a l'impression, pardonnez-moi, qu'en l'état, quand je vois le reportage, quand j'entends Francine, que pour l'instant, ça ne sert à rien. D'accord, mais c'est un peu le même problème que le formateur. La loi est en retard par rapport aux pratiques. Et vous avez des GAFAM qui sucent, qui volent, il n'y a pas d'autre mot, la création, que ce soit la voix, l'image. On est dans un marché compétitif. On est dans un marché c'est une bataille sur tous les plans, économique, politique, géopolitique, militaire, etc. Si vous, le pays France ou continent Europe, peu importe votre position géographique, si vous n'êtes pas capable de compétir, ce n'est pas en criant, en disant aux Chinois ou aux Américains, arrêtez de voler ou arrêtez. Non, il n'y a pas de règle en fait. C'est ça qu'il faut que les politiques français comprennent. Il n'y a pas de règle en fait. C'est celui qui... Et les Chinois ont très bien compris la pensée américaine et vice-versa. Donc, eux, ils sont vraiment dans une optique, on se livre bataille sur la construction des data centers, sur la proposition de la recherche des nouveaux types d'architecture qui vont entraîner des machines beaucoup plus puissantes. Là, actuellement, on tourne sur des transformeurs, mais demain, comme ça, il y a d'autres architectures qui sont appelées à venir à être encore beaucoup plus puissantes. Et les Chinois, tout comme les Américains, investissent massivement dans la recherche, dans les laboratoires, etc., pour trouver de nouvelles méthodologies d'indexation de données. Aujourd'hui, voilà, vous prenez les modèles RAG, le modèle Retrieval Augmented Generation, où des IA sont comme ça capables d'aller chercher rapidement des informations dans des corpus de données spécialisés, avec des vecteurs qui ont été indexés. Ça, c'est des modèles qui sont appelés à être beaucoup plus puissants demain avec l'informatique quantique qui arrive. Aujourd'hui, on ne parle même pas déjà de l'informatique quantique en France, alors qu'aux États-Unis, vous avez déjà IBM et d'autres géants américains qui se tournent comme ça déjà pour être en avance sur l'informatique quantique et de comment est-ce qu'on va bénéficier des capacités de l'informatique quantique et les injecter dans l'IA et voir dans quelle mesure cela va créer de nouveaux systèmes d'intelligence artificielle beaucoup plus puissants. Là, vous avez quoi? Vous avez le débat sur l'IA Act. Il faut, entre guillemets, crier en disant que les Chinois et les Américains sont en train de voler nos données, etc. Qu'est-ce qui vous empêche de faire de même que les Chinois et les Américains? Bon, j'avais compris, hein, c'est une question rhétorique, mais c'est parce que justement on est dans l'incapacité de suivre en fait la vitesse chinoise ou américaine sur cette question-là que qu'on les décrit en fait d'une certaine forme négative. Je dis pas que ce qu'ils font est totalement justifié, mais on s'en fout de mon point de vue ou de la morale à ce niveau-là. À la fin, l'utilisateur va décider du modèle du plus puissant. Il va aller, c'est un match de la compétition, c'est une bataille à tous les niveaux. Faire le cas des shootings. Les mannequins, aujourd'hui, vous donnez la photo d'un mannequin, ça remplace le shooting. Parfois, à l'insu même des femmes ou des hommes qui posent dans les shootings. Donc, il faut la loi qui réponde et qui protège les créateurs, qui protège les identités. Et les artistes. Et les artistes, parce que nous ce qu'on veut, c'est pas être rémunérés par rapport à des œuvres qui seraient exploitées ou nos voix qui seraient exploitées par l'intelligence artificielle. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à créer, continuer à... Elle ne fait que regarder sa profession. C'est vraiment pathétique, ce genre de réaction, mais bon.
interpréter des personnages et continuer à faire rêver. Déjà qu'on ne vous vole pas demain, parce que votre voix, que vous dites pour l'instant, c'est pas arrivé. Mais notre voix n'est pas une donnée personnelle. Elle est sur les réseaux sociaux, donc Isabelle Roche, au risque de te choquer, madame, votre voix est une donnée pour les géants américains, pour les GAFAM, pour nous autres ingénieurs, experts sur le terrain. La donnée, elle est de tout ordre, et la donnée, elle a tendance à s'étendre à tous les champs de la société. Donc aujourd'hui, on traite tout type de données, le son, le texte, les images, l'atmosphère, bref, tout ce qui peut constituer l'entraînement d'une machine, d'un modèle capable demain de prendre l'autonomie et d'effectuer un ensemble de tâches ou d'accomplir un certain nombre de missions sans l'autorisation ou l'intervention humaine. Toutes ces approches-là entrent dans la définition de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est peut-être encore sur la maîtrise du son, le texte, l'image, la vidéo, mais demain, ça pourra être ne serait-ce que le fait de nos pensées déjà, intérieurement d'un point de vue neurologique. Aujourd'hui, vous voyez Elon Musk et d'autres milliardaires américains qui réfléchissent comme ça, des techniques de transfert de la connaissance pour penser l'immortalité, le transhumanisme, etc. Mais si on pense déjà jusqu'à ce niveau-là, au niveau de la pensée, le fait de nous mettre des puces à l'intérieur, ce n'est pas votre voix qui va être spéciale. Ouais, les gens ne se rendent pas compte à quel point, dans quel paradigme nous sommes entrés. Et les GAFAM n'en ont rien à cirer de votre soi-disant spécialité ou unicité, parce que vous aurez une belle voix. Je m'adresse aux deux députés qui sont là aussi. Vous êtes condamnés à courir après le danger, à chercher une loi qui peut empêcher ça? Alors, en fait, par rapport à la loi, je pense que de façon générale, et mon voisin le dit bien, souvent le législateur, c'est pas qu'il soit en retard, c'est qu'au moment où il fait la loi, il crante un moment de la société. Et ça, c'est valable pour toutes les lois, que ce soit les lois de bioéthique ou d'autres lois. C'est rarement la loi est en avance sur un fait de société. Donc, je pense que là-dessus... Là, on ne parle pas d'avance, ça existe déjà. Non, mais je répondais par rapport au fait loi, pas loi. Donc là, on a un règlement, on a une loi européenne, effectivement, après une transposition en France, et on sera vigilant à ce que ce soit ferme et adopté, parce qu'effectivement, c'est très important de protéger les créateurs au sens générique, général et noble du terme, donc que ce soit les comédiens, que ce soit les écrivains, que ce soit les musiciens, enfin voilà, toute la profession artistique, et c'est extrêmement important. Et l'IACT, par rapport à cela, est protecteur, mais effectivement, on peut avoir le sentiment d'être en retard, mais comme dans énormément de domaines dans la société. Je prenais la référence à la bioéthique, où quand on promulgue une loi de bioéthique, on sait elle est déjà obsolète par rapport à l'état de la société. Mais par contre, il a quand même fallu le faire parce que ça crante un état de la société. Vous avez raison. Donc je pense que ça, c'est aussi important. Alors, Alexandre Sabatou et Laurence ensuite. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'IA est un outil. On utilise tous l'IA ici. Moi, personnellement, je la trouve vraiment pas créative. Vous êtes dans un métier de la voix, il faut vous protéger, c'est un droit, c'est une propriété intellectuelle que vous avez au niveau de votre voix, vous protéger avec des contrats s'il faut. Mais j'aimerais signaler quelque chose. Quand ça se passe aux États-Unis, quand sa voix elle est dupliquée aux États-Unis. Non, justement, c'est pas normal ça. Elle doit être rémunérée par rapport à ça. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas créatif. Oui, mais ouais, c'est ça. Moi, j'aime le chant, par exemple. J'aime le chant. Et quand Dalida chante "Je suis malade", elle met ses tripes dans la chanson. Et c'est ça qui fait que la chanson est belle. Et vous, quand vous faites votre métier, c'est vous mettez de vous à l'intérieur. Et ça, je ne pense pas qu'une IA soit capable de le faire. Une IA, ça sera toujours un outil qui permettra d'améliorer. Mais d'accord, mais on est tous d'accord pour faire ce constat. Vous appropriez l'œuvre. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous dites? Comment vous protégez Francine? Moi, je pense que... C'est quoi son recours aujourd'hui à Francine? On passe des contrats. Je vous donne la solution. S'il y a des personnes politiques, des membres du gouvernement, en tant qu'experts sur la question de l'intelligence artificielle, on ne pourra protéger les artistes ou l'exception culturelle française, protéger cette exception-là, que si la France
devient de plus en plus souveraine en matière de technologie, et là particulièrement sur la question de l'intelligence artificielle. Ce n'est qu'en entrant dans la bataille et en tirant son épingle du jeu qu'on ne pourra protéger davantage les artistes français ou comédiens ou artistes. Et ce n'est pas en restant là dans son canapé ou dans son périmètre de France assez limité ou à l'Europe, de dire qu'on va pondre des lois de l'IA Act pour limiter cet aspect-là. Parce que de l'autre côté, les Chinois comme les Américains vont très vite, et d'autant plus à partir du moment où une loi sur l'IA Act sera promulguée ou sera adoptée, elle sera déjà obsolète par rapport aux avancées, aux méthodologies en matière d'intelligence artificielle que les Chinois et les Américains ont déjà dans leur tiroir actuellement. Il y a beaucoup de projets actuellement qui sont dans des starting blocks et qui vont venir encore avec des énormes retentissements au niveau de la bataille, de la puissance algorithmique. Et là, je pense que ce débat-là, actuellement là, sur la question de la protection des artistes, des comédiens et de l'IA Act de manière générale par les députés européens, elle est déjà obsolète par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport aux avancées, aux techniques d'innovation que les Américains et les Chinois en disposent actuellement. Pour qu'on permet avec la loi, on étend tout ce qui est droit d'auteur, tout ce qui est propriété intellectuelle, qu'on ne peut pas utiliser sa voix si elle ne donne pas son accord. Si vous voulez passer un contrat pour être rémunéré à chaque fois que c'est utilisé, pour moi, c'est votre bon droit, mais elle doit être protégée. On ne doit pas pouvoir utiliser sa voix de manière détournée. Vous devez passer vos journées sur Internet à chercher les duplications de votre voix. Non, mais il y a des pays qui engagent des politiques volontaristes. Dites-moi comment vous faites en tant que pays comme la France pour traquer des duplications, des répliques de voix des artistes, de comédiens sur la toile, si vous n'êtes pas souverain en matière de solutions d'intelligence artificielle, si vous n'avez pas votre propre programme algorithmique capable d'aller naviguer sur le net et de récupérer l'ensemble des signatures électroniques, des signatures cryptographiques, des voix de vos artistes comédiens. Dites-moi comment vous faites. La seule solution, une fois de plus, c'est de créer un géant français ou de supporter comme ça d'autres startups, Mistral par exemple en l'occurrence, et de vous doter d'un ensemble de startups qui vont être capables de rivaliser les Américains à ce niveau-là. À part cela, moi, je trouve que la France et particulièrement l'Europe seront et sont sans doute déjà à la merci en fait des modèles américains. Et si demain les Américains débranchent l'Europe ou la France de ces modèles, on revient quelque part au Moyen-Âge, avec, comme disait Donald Trump par rapport à la situation iranienne, mais d'un point de vue numérique. Comme le Danemark, qui protège l'image et la voix, par exemple, de leurs concitoyens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas juste nous les artistes, c'est aussi une question, par exemple, je pense aux enfants pour les deepfakes, s'approprier l'image de n'importe qui. En ce moment, qui est un sujet qui déshabille les jeunes filles. Donc, on a demandé en Europe, la Commission européenne, la suspension de Grok, la réponse de Monsieur Musk, qui est quand même d'une ironie absolument phénoménale, et de dire maintenant on ne le fera plus en option gratuite, on va le faire en option payante. Donc je pense pour les postures, non pas tant mieux, que des jeunes filles, que vous-même soyez déshabillés à votre insu, me semble être quelque chose de préjudiciable, surtout dans des usages qui peuvent être, y compris pédopornographiques. Donc la question, c'est qu'à un moment, la sanction doit tomber. Et je suis très investi sur les questions de Chine et de Temu. La Commission européenne tarde à sanctionner. La France, et je tiens à le signaler, parce que moi je suis pas là pour faire la polémique politique, et que Monsieur Papin a été très en pointe, notamment sur le plan juridique, est en pointe par rapport aux autres
pays européens, mais il faut que le gendarme d'Internet intervienne parce que le vol des données à son insu, parce que le non-paiement des artistes, et je suis d'accord, je préfère les tripes, mais il faut savoir aussi que, y compris dans la chanson, y compris dans le roman, y compris dans le scénario, sur des choses assez standardisées, et après tout, la lecture, c'est souvent des choses standardisées, eh bien, il y a des produits sur lesquels on gagne de l'argent sans qu'il y ait un auteur qui est... Voilà, et donc ça, c'est un problème. Vous répétez ce qu'on connaît. Madame, attendez. qu'est-ce qu'ils font ? Dites-le, parce que nous, à l'UNESCO, on a travaillé sur ça. Comment on se rapproche du Danemark ? Alors en fait, il faut protéger nos voix en amont en fait. C'est-à-dire que c'est pas après qu'il faut taper sur les doigts. C'est-à-dire qu'il faut interdire. Il faut déposer votre marque. Il faut interdire les répliques numériques non consenties, que ce soit pour les artistes ou les citoyens. Mais vous déposez votre voix avant. Mais ce qui est important en fait. Ouais, mais il faut. Mais comment ? C'est surtout ça la question. C'est pas que, enfin, poursuivant quand même. Ça fait partie de notre identité comme nos empreintes digitales. Voilà. On est d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, le RGPD ne nous protège pas là-dessus. C'est-à-dire que notre voix ne fait pas partie de nos données personnelles. De vos données. Au nom du RGPD, donc. Voilà. Sur l'usurpation, ce qui est très important, il faudrait faire évoluer déjà le RGPD. L'IA Act est très importante. Enfin, l'IA Act est très important. C'est parce que c'est le cadre et c'est ce qui va permettre aussi après de sanctionner. Parce que tant qu'on n'a pas de cadre, on ne pourra pas avoir de sanctions. Donc on est tout à fait conscient qu'à un moment, voilà, il y a des gens qui vont s'approprier, qui essayent. Mais si on n'a pas le cadre pour les sanctionner, on ne va pas y arriver. Donc je pense que c'est très important que l'Europe se soit dotée de ce cadre-là, qu'ensuite les États s'en emparent pour que justement, quand il y a du pillage, des dérives ou autres, on puisse avoir le cadre nécessaire et on puisse avoir la sanction. Parce que tant que nous n'avions pas ça, on pouvait juste le problème, dire c'est qu'on ne sait pas si on est pillé. Le problème, c'est qu'on n'a pas on ne sait pas exactement c'est à vous de chercher si vous avez été copié. C'est là où il faut de la recherche sur les mesures que l'on pourrait donner à tout un chacun pour montrer à quel point ça pille ou pas, à quel point les modèles sont contaminés. Je voudrais donner aussi la parole, parce que ça rejoint exactement le même thème, je voudrais donner la parole à Anthony. Ça me fait penser à... C'est pourquoi il faut avoir de la culture générale et faire des liens de sociologique et de comprendre où est-ce qu'on y va dans un monde dans lequel l'intelligence artificielle aura été déployée à tous les étages. Lorsque la dame fait référence au fait qu'on doit protéger les artistes, en l'occurrence sa voix par exemple, il faudrait déposer une breveter une voix, mais ce n'est pas uniquement, quand on y réfléchit bien en profondeur, la voix n'est que un des aspects, un des éléments. Aujourd'hui, sans doute, c'est la première chose qui nous vient en tête pour un artiste, par exemple, ou un comédien qui fait du théâtre, ou bien qui fait de la représentation pour créer des bandes dessinées, pour donc mettre à disposition sa voix. Mais c'est au-delà de la voix. Quand je regarde ça, ça me fait penser à un très bon bouquin de Vince Packard, L'homme remodélé, où comme ça aux États-Unis, il démontrait, donc un journaliste investigateur américain, je crois dans les années 60, 70, 80 à peu près, où il montrait comme ça comment les grandes entreprises américaines utilisaient des méthodologies de psychologie, des psychiatriques même, pour vendre de la publicité aux Américains, vendre évidemment tout genre de produits, et c'est les grandes entreprises américaines, les 500 plus grandes entreprises américaines, notamment dans le S&P, l'indice du Nasdaq là, comment ces entreprises-là ont fait appel à des experts de comportement, donc des experts qui sont capables d'analyser l'humain d'un point de vue objet de laboratoire et d'en conclure comme ça comment influencer son comportement pour bien sûr les faire acheter des articles, des produits de ces entreprises en question. Aujourd'hui, ça me fait penser le lien justement avec l'IA, au-delà de la simple voix, c'est aussi comment on est comme ça en train de déstructurer la société, de déstructurer l'homme, enfin l'homme ou la femme, l'individu, et de voir à quel point on ne considérera plus l'humain comme étant une personne à part entière avec sa singularité, mais plutôt comme un ensemble de caractéristiques que l'IA aura décidé. Votre voix,
donc c'est une donnée. Demain, avec une autre IA qui sera peut-être entraînée avec juste la géométrie de votre visage. Donc on est déjà aujourd'hui dans les IA de reconnaissance faciale. Donc ça aussi, c'est une autre caractéristique. Après, demain, vos bras, vos doigts, vos jambes, vos cuisses. Et donc on est comme ça en train d'éclater dans une forme de modèle éclaté la personne, l'individu humain, en une forme en fait de robot ayant des caractéristiques discrètes, telle voix, tel signe. Parce que quand on dit une voix, c'est une signature cryptographique ou une signature numérique qui va être attribuée, votre forme géographique. Pareil, une autre seconde signature, et c'est l'ensemble de ces signatures-là qui vont constituer votre présence dans la société, ou votre individualité, ou votre unicité. Alors que l'humain, on est d'accord que ce n'est pas uniquement, on n'est pas que matière, et pour certaines personnes en tout cas, mais on n'est pas que matière en tout cas. Il y a le processus de pensée, d'où nous viennent les idées, de comment est-ce qu'on pense. Le sommeil, les rêves, bref, tout un ensemble de comment notre voix s'exprime-t-elle, voilà, le souffle, etc. Tous ces éléments-là, on va occulter cela, on va juste entrer dans le monde du quantitatif, dans le monde de modèles discrets, parce que les machines, les IA auront besoin uniquement de notre aspect visuel, matériel, pour pouvoir subsister et créer des modèles de plus en plus puissants, parce que les GAFAM en question vont voir cela comme étant une aubaine. Mais ça va uniquement au-delà de la simple voix. Alors, je comprends que pour l'heure, c'est peut-être ça qui ressort le plus, mais c'est vraiment une question d'ordre anthropologique et d'ordre vraiment sociétal, parce que ça change et ça va changer complètement dans un horizon lointain de qui nous sommes en tant qu'humains. La question aussi de l'IA vient poser sur la table, vient définir qui nous sommes vraiment en tant qu'humains. Sommes-nous des machines aussi? Donc, auquel cas, on peut comme ça se lancer dans la duplication des caractéristiques des humains, la voix, la tête, les formes géométriques, etc., les cheveux, la couleur, etc. Ou est-ce que nous sommes au-delà de ce que je vous ai présenté, donc au-delà de la forme de notre corps, de notre couleur de peau, de nos cheveux, etc. C'est cette bataille-là actuellement anthropologique et d'ordre vraiment civilisationnel qui est vraiment au cœur de la société. Anthony, juste à côté de Francine. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Va être détruit. Alors Anthony, vous êtes traducteur dans l'audiovisuel. Oui, vous êtes traducteur en quelle langue? Je travaille depuis l'anglais, l'espagnol vers le français. Donc quand on entend Donald Trump en direct à la télévision française, c'est peut-être vous qui le traduisez en direct? Non, parce que moi je travaille vraiment sur la fiction et sur du dessin animé, donc sur les séries, les films, mais pas sur du direct. Donc vous n'êtes pas très éloigné de Francine d'ailleurs? Non, on travaille je veux dire, pas physiquement ce soir. On est dans la même chaîne, on travaille dans la même chaîne. L'IA est évidemment en train de métamorphoser le métier de traducteur. Alors, en audiovisuel, pas tout à fait, parce que ça ne marche pas. La traduction, avec de l'IA, ça ne marche pas. On ne peut pas mécaniser un processus qui pense que la traduction, c'est pas je prends un mot dans une langue et je trouve l'équivalent dans la langue d'arrivée, donc de l'anglais vers le français. Ça ne marche pas comme ça. En fait, on a un rapport actif avec une œuvre. C'est-à-dire que moi, quand on me demande de traduire un film pour le doublage, pour réécrire les répliques que les comédiens ensuite français vont interpréter, moi j'ai un rapport actif avec l'œuvre. C'est-à-dire que je ressens l'œuvre intellectuellement parce que je dois la comprendre. La machine, elle ne comprend pas. Et je suis ému au sens premier du terme, c'est-à-dire que ça bouge à l'intérieur. Je pleure, je ris, je suis en colère. Ça fait des choses en moi. Et c'est ça que ensuite, en français, je vais devoir rendre. Et j'ai en plus la contrainte de l'image, je ne traduis pas des mots, je traduis du sens, je traduis de l'émotion, je traduis un comédien qui joue, je traduis une situation, c'est pas parce qu'il va dire un mot
que je vais toujours le traduire comme ça. C'est-à-dire, c'est son regard qui va me dire quelque chose, la façon dont il le joue en VO. Tout ça, en fait, je le prends en compte. Donc, c'est pas que des mots. Donc, en fait, l'IA, pour l'instant, moi, elle me sert absolument à rien du tout, parce qu'elle n'est pas du tout créative à ce niveau-là. Moi, quand Sauf que là, les derniers progrès c'est la traduction simultanée. C'est la même chose. C'est-à-dire que là, maintenant, on peut avoir une conversation avec une personne qui parle une langue qu'on n'a absolument pas apprise, et on peut tout à fait converser avec elle grâce à l'intelligence artificielle. C'est les toutes dernières améliorations qui ont été apportées. Oui, Moshi, QTAI font ça. Et c'est vrai que même dans les écouteurs là, de Apple, on va avoir la traduction de quelqu'un, ce qui nous permet de réfléchir dans sa langue et d'entendre la traduction de l'autre. Mais c'est pas la même chose en audiovisuel. Il est en train de jouer du sens visuellement. Et ça, l'IA, c'est pas fait. Ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire, traduire quelque chose qui était historique, c'est pareil. L'IA, franchement, pour travailler sur Freud, sur les aspects de la langue qui révèlent votre inconscient ou qui révèlent ce que vous êtes, l'IA n'est pas du tout à ce niveau-là. Elle ne comprend pas. Et en plus, elle n'est pas située. Elle ne comprend pas le contexte dans lequel on est. Donc, il faut absolument ramener là où les choses sont vraies. François Calfon ? Je pense que ce débat est très... On revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Là, clairement, quand il dit, le monsieur, le traducteur, que l'IA ne lui apporte pas grand-chose pour l'instant, parce qu'évidemment, l'IA n'est pas capable de traduire le sens, en fait. Et le sens, c'est pas uniquement l'aspect matériel de traduire une langue d'une langue A vers une langue B, mais il y a tout aussi un aspect émotionnel, culturel, qui est véhiculé et qui, pour l'instant, ne se retrouve pas au cœur de l'IA. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure dans le fait que plus on va avancer avec des modèles de plus en plus puissants, ça pose donc la question de savoir qui nous sommes vraiment, en quoi est-ce qu'on est vraiment distinct, différent de la machine. Mais d'autres personnes également qui sont en faveur de l'IA comme ça, tels que le docteur Laurent Alexandre ici en France, mais aux États-Unis, ceux qui sont vraiment dans l'aspect immortalité transhumaniste, vous diront que pour l'instant, c'est vrai, certes, l'IA ne traduit pas encore du sens, mais cela ne voudrait pas dire que d'ici demain, on ne sera pas capable de trouver des modèles qui vont traduire ce sens-là. Donc c'est toujours le fameux débat avec l'extension du capitalisme quelque part où on vous dira que un pays est pauvre ou bien il y a des pauvres parce que le capitalisme n'a pas été vraiment été appliqué. Donc voilà. Mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que l'IA à ce niveau-là, sur la question du sens, l'IA pour la traduction d'un film par exemple, pour nous faire véhiculer des émotions, l'IA ne parvient pas encore à le faire, mais je pense qu'aussi on rate d'un point de vue un autre fait que, puisque l'IA ne traduit pas encore de sens pour l'instant, pour certaines personnes c'est pas si grave que ça, parce que à côté, demain on aura du cinéma produit ou traduit par de l'intelligence artificielle, et ça permettra de créer une nouvelle catégorie en fait de produits pour le système économique. Les gens iront au cinéma tout en sachant que c'est un film qui a été traduit par de l'intelligence artificielle, et ça fera partie également, tout comme des films qui sont produits aujourd'hui par des acteurs humains, ça fera partie d'une autre gamme de films, et d'autres personnes voudront acheter cela en tant que produit. Donc forcément, rentrer trop dans l'aspect opposition ne marche pas également, ou nous fait perdre de vue le fait que demain on aura d'autres nouvelles manières de consommer des contenus, que ce soit créés par des humains ou bien par des machines. Donc maintenant, j'ai bien compris, et vous aussi, vous avez très bien compris que ce qui dérange, ce qui gêne les artistes ou un certain nombre de personnes, c'est que ces personnes-là craignent que les productions de l'IA viennent supplanter les productions humaines et les déclasser. C'est toute la question. Mais à mon avis, je pense qu'il y en aura toujours à peu près les deux. Enfin, on vient comme ça, l'IA vient d'apporter une nouvelle catégorie de consommation de produits. Très intéressant, et on pourrait en discuter de produits ou de services. Sans doute que chacun a raison. Simplement, ramenons ça des cas d'usage pratique. Dans des tas d'entreprises, peut-être pas à France Télévisions. J'ai imaginé que vous étiez à France Télévisions, c'est peut-être pas le cas. Non, on supprime des services de traduction entiers. Donc il y a un impact économique avec peut-être une perte de valeur.
dans l'interprétariat, dans la traduction de textes techniques, où vous n'êtes pas à isopérimètre dans les instances internationales de ce que vous étiez il y a 20 ans. Donc il y a un impact. Et la question que je voulais vous poser, elle est toute simple. C'est comme en radiologie, c'est comme pour le professeur de mathématiques. On sent que vous n'aimez pas trop l'outil. Mais est-ce qu'on peut imaginer dans vos métiers où il y a de la complexité, de la contextualisation à la traduction, le traducteur augmenté? Est-ce que ça peut être votre ami à vous ou pas? Non, parce qu'en fait, la traduction, c'est une histoire de choix. En fait, c'est toujours une histoire de choix et ça va être un rapport individuel à l'œuvre qu'on a en face de nous. Et je parle d'emploi. Pardon. L'impact emploi dans votre entreprise, il n'y en a pas? On commence à être touché en sous-titrage. Parce que on a Arte typiquement qui traduit, qui veut s'européaniser, donc qui va traduire vers les langues européennes, qui fait appel du coup à de la machine. On va nous demander d'être correcteur de machine. Quel est l'intérêt? Aucun, puisqu'on est payé au lance-pierre et on n'a pas le temps. Et ça va dans des labos américains, puisqu'en fait... Je voudrais aussi donner la parole à Laure, parce qu'on ne peut pas finir cette émission sans entendre Laure. Laure, elle est formatrice en intelligence artificielle pour les professionnels. Vous vous êtes lancée il y a longtemps ? Il y a 8 mois. Vous êtes débordée? Il y a pas mal de demandes et de besoins. La petite histoire, c'est que moi, j'ai longtemps fabriqué de l'IA, déployé de l'IA, notamment dans le service public. Mais j'ai décidé finalement, en étant aussi enseignante par ailleurs, de créer une académie pour former les professionnels. Donc, faire de la formation à l'adoption de l'IA. Quels professionnels vous formez? Par métier. Donc, on essaye de former le plus de métiers possible parce que justement, on a cette conviction que pour que personne ne reste sur le bord du chemin, il faut pratiquer, il faut essayer, il faut s'y mettre, il faut tester. Et on a une chance en ce moment, c'est que les prix de tous ces services d'IA ne reflètent pas du tout la réalité des coûts. Donc ça ouvre une fenêtre d'opportunité pour pratiquer, essayer, se faire aussi sa propre expérience de là où ça fonctionne, là où ça fonctionne pas. Quels sont les cas d'usage dans mon métier et comment je dois faire changer ma pratique. Est-ce que les travailleurs que vous formez, quand ils arrivent, ils ont déjà des petites notions ou ils sont totalement incultes en intelligence artificielle? C'est très variable. On a vu des chiffres en introduction, mais les niveaux d'adoption, d'usage, de maîtrise, de familiarité avec l'IA sont très variables selon les professions. Donc on a des gens qui connaissent rien du tout. Et donc là, on passe quand même par un petit rappel des fondamentaux, ce que disait Laurence au début. Qu'est-ce que ça fait bien l'IA? Comment ça fonctionne? Les risques d'erreur, les hallucinations. Rappeler aussi le cadre réglementaire pour en faire un bon usage, les bonnes pratiques de sécurité sur les données. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas? Donc ça, il y a toujours ce petit socle-là. Et après, on passe à des usages plus ou moins avancés selon les professions. Donc, on forme des gens dans des entreprises de toute taille, des très grandes entreprises qui ont. C'est des formations qui sont payées par l'employeur? Oui, payées par l'employeur ou sur fonds propres. Et ça, on en reparlera après parce que moi, j'ai une question pour vous. Alors, posez-la vite parce que, hélas, vous savez, une heure, ça passe très vite. Ils ont tous beaucoup parlé. Oui, mais donc les entreprises, elles ont des financements, elles peuvent mobiliser des financements pour ça. Mais les personnes et notamment, par exemple, les auto-entrepreneurs qui veulent se former, qui veulent se lancer dans une nouvelle activité et prendre justement les devants et se former à l'IA. Aujourd'hui, on a une réduction, un plafonnement du CPF, du compte personnel de formation. Et ça, c'est un vrai danger pour justement des professions des entrepreneurs qui ont envie de démarrer une nouvelle activité. Et ça, voilà, il y a une économie budgétaire qui est chiffrée à peu près 400 millions d'euros. Je pense que c'est vraiment une opportunité, au contraire, un danger pour des gens qui... Je pense qu'on va s'arrêter là. Juste en matière de formation, ce que je peux vous proposer, et ce que je vous dis déjà d'avant, c'est que je forme également des personnes, surtout les équipes techniques ou les personnes qui voudraient se lancer dans l'ingénierie de conception, développement et déploiement des agents intelligents, à comprendre comment fonctionne tout cela. Je vous montre ici, par exemple, des projets ou des formations que je donne au quotidien, notamment sur la partie des agents intelligents. Comment on crée un agent intelligent? Déjà, qu'est-ce que c'est un agent intelligent? En quoi consiste-t-il? Dans quel cadre, dans quel milieu peut-on le déployer? Pour quelles raisons? Et quelle est la bonne méthodologie pour déployer et mettre sur pied un agent intelligent? Le coup, je le crée parfois avec donc Claude ici que vous pouvez voir là. Attendez, j'essaie de retrouver. Voilà. Ici donc, vous avez par exemple un exemple de ce que j'enseigne et ce que je partage avec un certain nombre de professionnels.
le développement des agents intelligents. Donc, si vous avez des connaissances en développement, sachez qu'aujourd'hui, quasiment, on écrit plus du code, en fait. Vous voyez ici mon interface VS Code et Claude Code. Moi, la plupart du temps, je regarde très peu du code, en fait. Bon, je regarde de temps en temps lorsqu'il s'agit de faire des tests, hein, pour m'assurer que tout fonctionne bien. Mais si je dois, par exemple, je sais pas, prendre un fichier, par exemple, vous voyez, ce genre de fichier, en aucun cas, je n'ai écrit aucune ligne ici. Mais je sais évidemment ce qu'il faut comprendre simplement la logique. Et ben, tout cela s'apprend dans mes formations, dans la pratique de la mise en place de l'architecture d'un agent intelligent. Donc, c'est scindé comme ceci en modules. Hein. Vous avez des exercices pratiques avec des séquences de prompts où vous allez avoir un enchaînement de prompts bien structurés qui vont vous conduire à la création d'un agent intelligent jusqu'au déploiement. Le déploiement, par exemple, je vous montre des projets que j'ai pu déployer en production. J'en ai 2 agents intelligents qui fonctionnent là actuellement. Ici, projet, d'accord, vous allez voir. Donc là, par exemple, ici, j'ai... bon, là, c'est ma consommation à l'heure actuelle. Alors, Workspace. Donc là, j'ai 2 projets là, ici, par exemple, où je fais tourner ici. Donc ça, c'est une base de données géographique. Oren Backend, donc une solution qui permet à un utilisateur de remplacer un agent immobilier. Par exemple, si je prends le site La Forêt, donc c'est un assistant IA que j'ai créé qui permet d'évaluer la justesse du prix d'un achat en France, donc immobilier, que ce soit un appartement ou une maison. Donc, par exemple, vous recherchez un appartement, vous regardez ce bien qui est situé à Paris dans le 20e arrondissement, qui coûte ce prix. Bon, ça, c'est une estimation qui a été faite par l'agence immobilière. Généralement, vous vous en doutez bien qu'il y a une surévaluation, une surestimation, en général. Hein. Mais vous n'êtes pas très sûr ou bien vous voulez savoir le prix exact. Aujourd'hui, bon, il y a des datasets. Le DVF, en France, le fichier de demande de valeur foncière, qui vous permet d'avoir déjà une estimation, mais c'est pas assez suffisant. Donc, j'ai créé un outil qui s'appelle Oren, un assistant assez rapide pour l'instant, qui permet de vous donner l'évaluation exacte de ce bien en question. Donc, ça fonctionne avec les sites d'annonces immobilières, donc La Forêt, Le Bon Coin, etc. Donc, je vous montre juste pour faire du test. On va prendre cette URL, on va copier là. Ici, on va valider. Donc, il va aller rechercher les informations de la page, récupérer toutes les informations du bien en question, les photos s'il y en a, le prix, vous voyez, toutes ces photos-là, c'est exactement ce qui se trouve ici. Et après, on va lancer l'analyse Oren. Donc, il va rechercher la localité, l'ensemble des biens aux alentours ayant les mêmes caractéristiques que le bien avec lequel on fait l'analyse. Donc là, il est en attente pour faire le verdict et il va maintenant nous donner un prix juste de l'estimation. Donc, on attend, on va voir ce qu'il nous donne en sortie. Donc là, l'analyse, elle est là. Il est en train de rechercher la comparaison. Donc là, il estime que le bien qui est actuellement présenté ici est en dessous en fait de l'écart du marché par rapport à l'écart du marché, en récupérant 74 transactions de DVF, de demande de valeur foncière réelle. Donc ce sont des ventes historiques qui ont eu lieu autour du bien en question qu'on analyse là et il les affiche ici. Vous voyez, ça c'est vraiment un outil qui permet de savoir à peu près où se situe le prix exact de ce bien par rapport à l'écart du marché. Mais au-delà de la simple estimation à l'écart du marché, il vous donne également d'autres informations importantes par rapport au secteur en question. Donc le secteur Paris 20e offre un cadre résidentiel équilibré avec des revenus supérieurs. Donc il récupère les revenus
de la localité, donc ici Paris 20e arrondissement, et des risques également, donc voilà, en termes de risques sismiques, écologiques et tout le reste, et ils vous estiment tout ceci dans une qualité de vie. Par exemple, là, vous avez donc la question de l'éducation, des transports, de la santé, etc. Vous pouvez aller beaucoup plus loin en regardant le rapport d'aperçu. Ici, donc l'estimation est faite là. Il vous dit exactement quelle aurait été la bonne estimation. Il vous sort des chiffres des maisons aux alentours en question qui ont été montrés juste autour du bien en question là présentement. Et vous avez tout un ensemble de paramètres donc en termes d'équipement autour du secteur. Combien est-ce que vous avez d'établissements de santé, d'éducation, de commerce, le niveau de revenu médian de la population, des données qui viennent de l'INSEE, d'accord, et aussi de la base de la Direction générale des impôts. Voilà, le nombre de propriétaires, le pourcentage, la population dans la localité, donc autour du 20e arrondissement ici, et une synthèse de recommandations. Ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel bien. Donc, si on prend un autre bien, par exemple, là, en prenant ici, donc dans le 93, les Lilas, on va prendre ici et voir ce que ça donne. Alors, attends, je vais rafraîchir ça. On va voir ce que ça donne. Hop. De même, il passe par les mêmes étapes, il récupère les informations du bien en question. On lance l'analyse du bien en question. C'est un bien qui doit être rénové, hein, parce que niveau photo, il y a des travaux à faire. De toute façon, il prend en compte cela. Donc, on attend, on voit. Évidemment, puisque c'est un bien qui doit être rénové, le prix est forcément un peu plus bas. Et donc, c'est un peu normal. Donc, déjà, ça, c'est logique, évidemment. Voilà. Donc, il fait vraiment ce genre de corrélation avec eux. Par exemple, là, on voit clairement qu'il y a des travaux à faire. Et donc, en termes d'estimation, forcément, ce sera plus bas. Donc, vous avez ici l'estimation qui est à moins 35%. Et de même chose, la méthodologie vous la donne. Donc, c'est une maison, la surface, la localité. Toutes ces données-là proviennent des données françaises. Donc, vous avez le principal dataset, le fichier des demandes de valeur foncière, mais vous avez également les données qui proviennent de l'INSEE, la zone sismique pour vérifier si on est dans une zone très faible ou une zone supérieure, les risques d'inondation, la précision géographique, la population, d'accord, le recensement, les cas nationaux, comment se situe cette population par rapport à les cas nationaux en termes de niveau médian de revenus, le nombre de cadres, est-ce que voilà, ça vous permet de situer la popularité ou le niveau de popularisation du quartier, le nombre de propriétaires, etc. Donc, pareil, même chose, vous pouvez l'afficher également ici. Et vous avez une synthèse d'analyse propre. Ça, c'est un agent assistant que j'ai développé tout en utilisant Claude Code et Lovable. Donc Lovable, la solution que vous voyez ici, hein, voilà, pour la partie front-end. Donc j'ai actuellement 2 agents intelligents qui fonctionnent en production. Et puis l'autre agent, c'était un assistant sur le renseignement des maladies, des pathologies. Mais tout cela s'apprend dans la formation que j'ai pu créer et mettre à disposition des ingénieurs ou des personnes en devenir ou des personnes qui voudraient comprendre comment aujourd'hui on fait pour créer des agents intelligents en utilisant les outils d'intelligence artificielle générés ou créés par des entreprises telles que Anthropic ou OpenAI. Donc, c'est une formation qui est vraiment très très importante pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin et comprendre comment aujourd'hui, dans le nouveau paradigme d'aujourd'hui, vous n'allez plus écrire du code, vous allez simplement orchestrer du code. Et si vous savez orchestrer
les IA, vous allez être capable de créer des solutions innovantes beaucoup plus rapidement que quiconque. Et ça va aussi déployer. La partie déploiement est très importante. Vous voyez là, vous voyez, il y a une connexion entre mon back-end et ma logique métier. De même que ici, donc là, ça c'était pour le déploiement de l'agent immobilier, l'agent assistant là que j'ai créé. L'autre projet sur la partie santé, c'est aussi voici la base de données et la partie API qui est déployée. Donc là, typiquement, vous avez les déploiements que j'ai pu faire. Pour déployer une IA en production, ça ne se déploie pas en général d'un seul coup. Il y a toujours des échecs, il y a des corrections d'erreurs. Mais vous voyez là, j'avais fait un déploiement, il y a de cela 5 jours, j'avais échoué ici. Mais la question, c'est pas j'ai échoué, mais c'est comment est-ce que je fais pour corriger. Et ben ça s'apprend dans ma formation ici là. Donc c'est vraiment ça, c'est ici avec cette formation ici là. Si vous suivez ce que je suis en train de dire, vous allez être capable de comprendre tous les patterns depuis la compréhension d'un agent intelligent jusqu'à sa mise en œuvre avec des exemples très concrets et comment Claude Code fonctionne. Nous allons utiliser Claude Code pour développer ces agents intelligents, comment insérer une logique de la perception, la mémorisation, le raisonnement, la planification et comment produire des actions rationnelles au sein d'un environnement dans lequel un agent intelligent est amené à interagir. Donc c'est vraiment le cœur de cette formation, c'est un peu la petite publicité de fin, hein, bien sûr, mais juste pour vous montrer qu'il y a des projets comme ça c'est vraiment très puissant de comprendre cela et de vous insérer tout de suite déjà dans une logique d'apprentissage et de prendre de l'avance dans la conception, dans la création et dans le déploiement des agents intelligents. Vous avez encore ici, je crois, j'avais mis, donc ça c'est la première partie. Seconde partie, c'était celle-ci. Alors, non, je vais prendre ça. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est vraiment la base, les fondamentaux. Ici, qu'est-ce qu'un agent intelligent? Donc là, vraiment, pour une personne qui n'est pas technique ou qui ne voudrait pas entrer trop dans la technique, mais de comprendre fondamentalement qu'est-ce qu'un agent intelligent, ça c'est ce cours qu'il vous faut pour comprendre les bases conceptuelles et théoriques, mais d'un point de vue pratique, d'un point de vue très fondamental, qu'est-ce qu'un agent intelligent? Comment on conçoit un agent intelligent? Comment Claude fonctionne? Claude Code fonctionne par exemple en l'occurrence, ou un ChatGPT l'équivalent. Qu'est-ce qu'il faut incorporer au cœur d'un agent intelligent? Les éléments d'apprentissage, les éléments de performance. Qu'est-ce qu'un réflexe? Qu'est-ce qu'un agent fondé sur les modèles, fondé sur les buts? Comment on fait pour atteindre un but? Voilà la question. Vous donnez à un agent intelligent un but, vous vous dites, comment m'assurer que cet agent intelligent va suivre les actions, les étapes nécessaires pour atteindre ce but. C'est toute la question justement des agents intelligents. Voilà, la question de l'exploration des solutions avant l'action. Donc explorer, planifier et agir. C'est la boucle REACT, le Reasoning Act. C'est vraiment le cœur de la logique des agents intelligents. Et là, c'était un débat autour de l'IA, ses impacts dans la société. Je comprends que c'était beaucoup plus axé sur la partie impact. Mais pour les ingénieurs, pour ceux qui voudraient toucher du bois, qui voudraient entrer dans la création, de mettre sur pied justement ces agents intelligents, vous devez comprendre ce que je suis en train de vous présenter ici là. Un algorithme de recherche. Comment sont constitués les algorithmes de recherche qui permettent à Claude Code d'aller chercher l'ensemble des actions qui vont mener à l'exécution du but que vous lui avez donné. Voilà, des stratégies non informées, des stratégies heuristiques informées par exemple, d'accord, pour minimiser le coût pour atteindre un but. Tous ces éléments-là, c'est vraiment ce que je vous donne dans la formation pour comprendre le cœur de ces algorithmes. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là. Je pense que j'en ai assez dit. Et donc, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, likez et partagez.
On se retrouve la prochaine pour une nouvelle compréhension de l'IA, ses enjeux, ses impacts, mais également la question de la formation des salariés, des professionnels autour de ces nouveaux outils. Merci les amis, à la prochaine.